Je vous présente un de mes experts préférés, Dr. Benjamin Bickman. Dr. Bickman travaille au département de physiologie et biologie à l'université Brigham Young. C'est un docteur en bioénergétique qui a reçu son diplôme, son doctorat, son PhD en 2008. Et il s'est spécialisé immédiatement sur l'insuline. Oups. Fait. Good. Sa première inspiration vient de Jocelyn ici et Bénédicte et d'une étude qu'ils ont faite en 1912 sur la question à laquelle ils voulaient répondre, c'était à quel point est-ce que le métabolisme change chez les diabétiques. Et je vous ferai remarquer ici qu'on parle d'une étude qui a été faite en 1912, avant même que l'insuline soit utilisée comme thérapie. Puis de mémoire, c'est même avant même que l'insuline, avant même que l'insuline exogène soit inventée. Et ce qu'ils ont trouvé avec le papier qu'on va voir dans 30 secondes, c'était que les diabétiques de type 1, ici on parle de diabète de type 1 en passant, avaient une augmentation de leur dépense énergétique, ici, qu'on voit ici. C'est l'energy expenditure, une augmentation jusqu'à 20% plus élevée dans les diabétiques de type 1 versus les personnes qui n'étaient pas diabétiques de type 1. C'est cette étude-là qui a inspiré Bickman à étudier l'insuline par la suite. C'est ça. Okay. Et à partir de ce moment-là, je vais juste voir parce que je ne vois pas mes notes. Bon, comme ça. OK, je m'excuse. Okay. Si on regarde ici, en réalité, c'est ça, c'est que dans une autre étude, je m'excuse pour les E, là. Okay. C'est ça. Ça, c'est un autre papier que Bickman a trouvé. Où on a deux groupes et ici, c'est la consommation énergétique qui était prédite. Et ici, c'est la consommation énergétique dans la colonne qu'on voit ici. C'est la consommation énergétique qui était observée avant le traitement d'insuline et la consommation énergétique après le traitement d'insuline. Ça, c'est chez des diabétiques de type 1. Si on regarde les chiffres moyens, ici, on prévoyait, en fonction de la grandeur, la taille, et ainsi de suite, le sexe et tout ça. Ici, c'est chez des... measure during study. OK, il y a des hommes et des femmes. Donc, ici, on prévoyait une dépense énergétique de 1744 kilocalories par jour. Et la réalité de ce qu'on observait, c'était une dépense énergétique de 2042 calories par jour chez un diabétique de type 1. Avec un taux de glycémie de 19,3 millimoles par litre, ce qui est absolument énorme, parce qu'un diabète de type 1 ne peut pas produire d'insuline de lui-même. Et avec un taux ici de bêta-hydroxybutyrate, donc c'est BHB, je vais toujours utiliser le terme BHB. Quand vous m'entendez dire BHB, c'est les bêta-hydroxybutyrates. En moyenne de 5,76. La raison pourquoi un diabétique de type 1 a beaucoup de BHB, c'est parce que c'est l'insuline justement qui vient limiter la production de corps cétonique dans le corps.
entre autres, l'insuline à l'intérieur du pancréas. J'en ai parlé à ceux qui étaient là avec moi la semaine passée. En phase 1, à l'intérieur du pancréas, les cellules alpha, les cellules bêta, je m'excuse, qui produisent l'insuline, viennent en phase 1 inhiber la production de glucagon par les cellules alpha. Et automatiquement, ça cesse la production de corps cétonique. C'est une chaîne qui vient débouler et ça cesse la production de corps cétonique. Chez les diabétiques de type 1, on n'a pas ce phénomène-là. C'est pour ça qu'on avait un taux moyen de 3,34. J'ai sauté une ligne en haut, c'était à 5,76. Et on oublie le bicarbonate, là, c'est pas grave. Et à partir du moment où on a traité la personne on a injecté de l'insuline, son niveau d'énergie est descendu à 1728. Son glucose est descendu à 5,8, ce qui est beaucoup plus normal au niveau de la glycémie. Et son niveau de BHB est descendu à pratiquement zéro. Là, je parle comme si ce serait une personne, mais ça, c'est les valeurs moyennes. Donc, on résume, on prévoyait 1744, on avait 2042, on a injecté de l'insuline, on est descendu à ce qu'on prévoyait, 17,28, 17,44, 17,28, la différence n'est pas énorme. Et les glycémies ont descendu de 19,3 à 5,8. Donc, ce qu'on voit là, c'est que l'insuline a un impact majeur sur le métabolisme, la façon que le métabolisme va dépenser de l'énergie à l'intérieur du corps. Et ça, cette étude-là a été faite 70 ans plus tard que le premier papier que je vous ai parlé tantôt. Donc, on parle l'insuline a réduit la dépense énergétique de plus de 15%. Où on parle d'une réduction de 300 kilocalories de dépenses énergétiques. Et l'autre chose qui est intéressante dans ce papier-là aussi, c'est que l'insuline a eu un impact très rapide dans le temps. On regarde au niveau, on ne parle pas de jours, là, on parle d'heures carrément. Ici, c'est à 30 minutes avant l'injection d'insuline. À 0, ici, on a l'injection d'insuline. Et dès 30 minutes, on peut voir déjà une baisse significative dans le taux métabolique, la dépense énergétique. Voyons, ma souris est perdue. Après ça, à 60 minutes, on a encore une baisse. Ici, on reste un peu stable. Et après ça, à 120 minutes, et ainsi de suite, jusqu'à 180 minutes. Donc, 3 heures. 3 heures plus tard, on mesure la baisse qui est très, très, très significative. Pour ceux qui veulent avoir accès aux études qui sont là, j'ai les liens, je pourrais les donner à la fin. Donc, je les copierai. Et l'autre chose que je suis en train de penser là aussi, c'est que, parce que ça, dans le fond, moi, je monte des petits fichiers PowerPoint. Et donc, je pourrais, vu que j'ai votre adresse de courriel, je pourrais peut-être vous transmettre le PowerPoint à la fin. S'il y a des gens qui sont intéressés, on va regarder ça ensemble à la fin. On va vous poser la question. Parfait. Donc, oui, c'est ça. Dans le fond, ça, c'est pas dans le vidéo. C'est que jamais vous allez voir la vidéo après la présentation. Mais ce que je voulais regarder avec vous, 30 secondes, ça, c'est à l'intérieur de l'étude. Et bon, ça, c'est le petit tableau. En haut, ici, on a la portion qu'on vient de regarder. Mais ce qui je trouvais intéressant aussi, c'était de regarder, entre autres, les autres tableaux qui venaient avec. Ici, on a le glucagon. Fait que on a au niveau là, le glucagon, il est, je m'excuse, le glucagon, il est noir. Donc, on a le glucagon qui était élevé ici. Et à partir du moment où on injecte l'insuline, on peut voir immédiatement le glucagon
dropper de façon extrêmement significative. Et ici, on a en noir le Plasma Growth Hormone, ça veut dire le IGF, les hormones de croissance, où on voit que les hormones de croissance étaient en baisse et à partir de l'injection d'insuline, les hormones de croissance ont augmenté énormément parce que l'insuline est une hormone de croissance, entre autres. Et ici, on a le cortisol. Le cortisol qui était en baisse et qui a eu, après 30 minutes, qui a remonté aussi. C'est l'impact que l'insuline a eu chez une personne diabétique de type 1. Bon. Dr. Bickman, la vidéo que je vous présente, c'est une vidéo qui a été filmée à Denver. Et c'est 2 ans suivant sa première présentation, dans lequel, 2 ans, sa première présentation, ce qu'il faisait, dans le fond, il comparait comme cause de l'obésité la théorie du SICO, calorie-in, calorie-out. Ça veut dire que on devient obèse. Pourquoi? Bien parce qu'on consomme beaucoup trop de calories versus notre dépense énergétique. Ça veut dire que si je mange énormément puis que je bouge pas du tout, bien, je vais prendre du poids. Puis si j'inverse le pattern, que je mange moins puis que je bouge beaucoup, bien, je vais perdre du poids automatiquement. Versus la théorie endocrine. Et ça, c'est une vidéo que je vais probablement, éventuellement, j'aurais peut-être même dû faire celui-là en premier, mais bon, c'est pas grave. C'est pas nécessaire de l'avoir vu pour pouvoir comprendre celui-là ici. C'est qu'il comparait les deux et, grosso modo, ce qu'il avait déterminé, c'était que, bien que les deux théories étaient pertinentes, et que les lois de la thermodynamique doivent être considérées, la théorie endocrine incorpore la théorie calorique. Donc, la théorie calorique est ici à l'intérieur de la théorie endocrine, qui est la théorie endocrine, dans le fond, c'est, parce que j'ai oublié là, sur l'autre slide avant, mais on comparait le calorie-in, calorie-out avec la théorie endocrine. La théorie endocrine, c'est la théorie qui dit qu'en réalité, le contrôle du poids, c'est une question d'hormones, pas juste une hormone, mais une multitude d'hormones et des réactions chimiques métaboliques à l'intérieur du métabolisme du corps. Donc, ce qui détermine réellement le fait que je deviens obèse, c'est dans le fond tout le système hormonal, ce qu'on appelle le système endocrinien. Et entre autres, chez des gens qui ont, exemple, là, un cancer où de l'insuline va être sécrétée de façon totalement exagérée, c'est des gens qui vont prendre une quantité de poids énorme. Ou si on prend, exemple, les diabétiques de type 2, à partir du moment où ils embarquent sur un traitement à l'insuline, de l'insuline endogène, ils se mettent à prendre du poids et ainsi de suite. Et ce n'est pas une question où ils deviennent plus paresseux ou qu'ils mangent nécessairement plus. C'est simplement l'augmentation du taux d'insuline à l'intérieur du sang qui va provoquer ceci. Donc, ouais, c'est ça. Et donc, dans le fond, ce qu'il présentait aussi, c'était que à l'intérieur de la théorie endocrine, dans le fond, ce qui va être les principaux points, c'est les variations au niveau de l'insuline et les variations au niveau des corps cétoniques parce que les deux ne peuvent pas être séparés. À partir du moment où l'insuline est très, très, très basse, c'est là que, bon, le glucagon, on n'en parle pas ici, mais le glucagon va monter et les corps cétoniques vont monter. Et à partir du moment où l'insuline va monter, les corps cétoniques vont descendre. Et dans le fond, ce qu'il parlait à ce moment-là, c'était que cette variation-là va entraîner
l'augmentation de la dépense énergétique et aussi l'augmentation d'un gaspillage de l'énergie. Et on va voir dans pas longtemps en quoi le gaspillage d'énergie peut être, dans certains contextes, une très, très bonne chose. Okay. Donc, dans le dessin qu'on a ici, la flamme représente le taux métabolique, la dépense énergétique à l'intérieur du corps. Pourquoi? Parce qu'on peut voir un peu, dans le fond, le taux métabolique comme étant la conséquence d'une multitude de réactions chimiques à l'intérieur du corps humain. Ça veut dire qu'on est une usine chimique et à partir du moment, une réaction chimique, on peut être endothermique ou exothermique. Ça veut dire qu'une réaction chimique peut produire de la chaleur, peut absorber de la chaleur et ainsi de suite. Donc, le taux métabolique qui est, je vais vous mettre la chose, le taux métabolique va être l'ensemble des réactions chimiques à l'intérieur du corps. Puis, c'est ça, les multiples réactions chimiques ou les voies métaboliques, on peut les classer dans deux types de processus généraux. On a le processus anabolique qui est l'utilisation de l'énergie pour la croissance de choses. Ça veut dire que si je veux produire, exemple, de la peau, ben, je dois utiliser de l'énergie pour pouvoir faire ça. Si je veux fabriquer du muscle, je dois utiliser de l'énergie pour faire ça. Tandis que les processus qui sont cataboliques, c'est des processus dans lesquels je vais briser les grosses molécules pour en extraire l'énergie, pour en faire quelque chose d'autre. Ça veut dire que si je prends une vieille cellule de peau, que je la détruis, que je la brise pour récupérer les protéines pour faire d'autres choses, bien à ce moment-là, on appelle ça un processus qui est catabolique. Et donc, la somme des processus anaboliques et cataboliques vont résumer l'ensemble du métabolisme. Ça veut dire que anabolique plus catabolique égale métabolisme total, qui est la production d'énergie de flamme ici. Pour pouvoir alimenter le métabolisme, donc les processus anaboliques et cataboliques et ainsi de suite, on a 3 nutriments que vous connaissez tous là, maintenant. Je pense que je n'ai pas besoin de vraiment les présenter. On a les glucides, les protéines et le gras. Et à l'intérieur de ces 3-là, il y en a 2 seulement qui peuvent être utilisés comme carburant, dont on parle des glucides ou les lipides. Les protéines ne sont pas un carburant. Les protéines sont des briques. Il y a seulement dans certaines situations très, très, très particulières que les protéines vont servir comme carburant. Et ce sont généralement, majoritairement des situations d'urgence. Ça veut dire que dans une situation où je n'ai pas accès à aucun glucide, aucune glucose et ainsi de suite, ou à aucun lipide, à ce moment-là, le corps qui ne veut pas mourir peut se tourner vers les protéines pour faire de l'énergie. Puis je ne rentrerai pas dans le détail là-dedans, mais fabriquer de l'énergie avec des protéines, ça coûte extrêmement cher. Il y a une expression québécoise là-dessus qui dit c'est comme de changer 4,30 sous pour une pièce. C'est pas du tout payant. Et donc, le corps ne veut pas faire ça. Et c'est pour ça que dans ce vidéo-là, Dr. Beckman ne parle pas vraiment des protéines dans ce contexte-là. OK. Donc, quand on regarde ces processus, on doit zoomer à l'intérieur d'une cellule pour trouver la centrale énergétique qui est la mitochondrie. Dans la vidéo, ne cherchez pas la photo de la cellule ici, qui est un peu plus grosse que je pensais finalement, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est parce que
je voulais vous montrer un peu c'était quoi, parce que souvent on parle de mitochondrie, là, et pour bien des gens, mitochondrie, on explique souvent que c'est la centrale énergétique et ainsi de suite, mais pour bien des gens, c'est pas très, très visuel. Donc, j'ai été me chercher une photo d'une cellule. Je ne sais pas exactement c'est une cellule de quoi, celle-ci, mais bon. C'était pour donner l'idée générale d'une cellule. OK, à l'intérieur du corps, ça pourrait être, exemple, ça pourrait être une cellule adipeuse dans ce cas-ci, mais admettons que c'est une cellule adipeuse. Donc, on peut la voir comme un peu un gros ballon de plage. Et ce ballon de plage-là contient une quantité industrielle de choses à l'intérieur qu'on va appeler des organelles, entre autres. Et les mitochondries qu'on voit ici, OK? Vous voyez, la photo ici, c'est très, très semblable. La mitochondrie ici, il y en a plusieurs à l'intérieur dans la cellule. Certaines cellules vont en contenir entre 4000 et 6000. Et la mitochondrie, c'est ce qu'on appelle effectivement les centrales énergétiques du corps humain. Et ce que, dans le fond, les mitochondries font, c'est qu'elles vont prendre le carburant, soit les glucides, le glucose principalement, ou les lipides, et les mitochondries vont, à l'aide d'oxygène, fabriquer de l'énergie. Okay? Et c'est important parce que pour fabriquer de l'énergie, on doit normalement utiliser de l'oxygène. Il y a certaines réactions, mais c'est ce qu'on appelle les fameuses réactions voyons. OK, ça va me revenir. Là, j'ai un je m'excuse. Aérobique et anaérobique. Yeah boy! Ça va pas bien un matin. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Donc, réaction aérobique, c'est quand j'utilise de l'oxygène. Anaérobique, c'est quand je fais une réaction sans oxygène. Et c'est quoi l'ATP? C'est quoi l'énergie dans le corps? C'est de l'ATP, l'adénoside triphosphate. Pour retenir le nom, on va toujours appeler ça de l'ATP. OK? Et dans le fond, c'est quoi? Dr. Beckman, dans la vidéo, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle ça, c'est comme de la monnaie cellulaire. C'est que, puis moi, je vais aller un petit peu plus loin que ça. Je vais vous parler de l'ADP, qui est l'adénoside diphosphate. De là, moi, ce que j'aime mieux comparer ça à une pile rechargeable. Okay? Vous avez une pile qui est rechargeable. Quand la pile est chargée, donc elle a de l'électricité dedans, vous l'avez rechargée, on appelle ça de l'ATP. Il y a 3 phosphates à l'intérieur de la molécule. Et dans le fond, cette pile-là, quand elle va donner son énergie, elle va donner un phosphate, elle va devenir un adénoside diphosphate. Il va y en rester 2. Et elle va retourner à la mitochondrie. La mitochondrie va lui redonner un nouveau phosphate et ça va recharger la pile. Donc, on part d'une pile qui est déchargée à un ADP qui va devenir un ATP quand elle est à l'état chargé. Et là, l'ATP va s'en aller à l'intérieur de la cellule, va participer à une réaction chimique en donnant un phosphate, va revenir à la mitochondrie, se faire recharger, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est la façon qu'on doit voir ça. C'est que l'ATP, la production d'ATP, c'est la production de l'énergie chimique qui va servir, comme ici, entre autres, à la contraction musculaire. Donc, quand je veux contracter mon muscle, bien, les cellules de mon muscle, les mitochondries à l'intérieur des cellules de mon muscle vont produire de l'ATP qui vont permettre la réaction chimique qui va entraîner en bout de ligne la contraction de mon muscle. L'ATP va participer au métabolisme des nutriments et ainsi de suite. Donc, ce qu'on voit, c'est que soit le gras avec de l'oxygène va produire de l'ATP ou
de l'oxygène avec des glucides vont produire de l'ATP et toute réaction chimique va produire un petit peu de chaleur et tout dépendamment de quelle façon ça va être fait, si la réaction est très, très, très efficace, la production de chaleur va être minime. Et si la réaction chimique est très peu efficace, bien, ma production de chaleur va être énorme, puis ainsi de suite, la production d'ATP va être très basse. Donc, tout le long du vidéo ici, on va parler d'un concept. Puis là, je m'excuse pour la traduction parce que ça va être c'est la meilleure traduction que j'ai trouvée. C'était une traduction que je trouve que le terme est plus ou moins en tout cas, vous allez voir, parce qu'en fond, je vais utiliser coupler et découpler. Ça veut dire coupler, ça veut dire c'est lié directement. Et je vais vous les expliquer, puis c'est ce qu'on va utiliser comme terme tout au long de la présentation. Donc, en anglais, couple ici, c'est la cellule qui brûle seulement ce qu'elle a besoin. Ça veut dire que je prends du gras avec de l'oxygène et je produis une quantité d'ATP de 1 pour 1. Exemple, quand on regarde ici, 1 pour 1, ça veut dire que je vais produire très, très peu de chaleur et ma production d'énergie d'ATP va être parfaite. Il n'y a pas de perte et ça, c'est ce qu'on appelle être couplé directement. Pour faire des analogies avec de la mécanique automobile, exemple, pour ceux qui connaissent un peu la mécanique automobile, vous avez le moteur en avant, puis on va en faire d'autres tantôt. Là. Vous avez le moteur en avant avec en dessous, je vais parler des anciennes autos, là, je suis quand même vieux, là, avec il y a un shaft en dessous qui est relié avec le différentiel et quand le moteur fait un tour, le différentiel fait un tour, le couplage, puis je m'excuse, c'est un anglicisme, je le sais, mais le couplage, le lien entre les deux est direct. Quand je tourne un, il va y avoir un tour de l'autre côté. C'est couplé directement. Et ceci à l'opposé d'un état qui est découplé. Ça veut dire que la cellule va brûler beaucoup plus que ce qu'elle a besoin réellement. Donc, je vais prendre soit du gras avec de l'oxygène ou des glucides avec de l'oxygène pour produire très peu d'ATP, mais automatiquement, je produis beaucoup de chaleur. Et un exemple de ça, ça serait où ce que je consommerais 2 pour produire 1. Donc, en réalité, il y a beaucoup de gaspillage dans cette réaction chimique-là. Donc, on a 2 états cellulaires, un état couplé dans lequel je produis beaucoup d'ATP, très peu de chaleur, et un état découplé où ce que je produis beaucoup de chaleur, très peu d'ATP. Donc, j'utilise ici de façon très économe l'énergie ou mon carburant. Et ici, dans une condition découplée, j'utilise mon énergie de façon très libérale. Ça veut dire que je suis très peu économe, je gaspille et il n'y a pas de problème avec ça. Jusqu'à là, tout le monde comprend? Levez la main, je n'ai pas endormi personne. Good. Annie, Serge, Manon, Marc-André, Marie-Josée. OK. Parfait, on continue. Bon. Fait que pour bien comprendre ça, je le disais tantôt, on va faire une analogie avec la mécanique automobile. En mécanique automobile, je vais utiliser de l'oxygène avec du carburant, de l'essence pour un moteur à explosion. Donc, j'ai un moteur ici. Un moteur va produire
deux choses, va produire une force mécanique dans laquelle que je vais utiliser pour avancer et un moteur va produire aussi de la chaleur. Pour ceux qui ont conduit un auto qui est manuel, transmission manuelle, en général, on va avoir dans une auto qui est manuelle ou même dans certaines automatiques, là, mais bon, dans l'exemple qu'on va donner ici, c'est une auto qui est manuelle. On a un indicateur de RPM. Je ne me souviens plus en français, un tachymètre, je pense, et un indicateur de vitesse ici. Si j'embarque dans mon auto, pour ceux qui ont déjà conduit une auto qui est manuelle, je vais donner du gaz, je vais lâcher l'embrayage, la clutch, je m'excuse d'anglicisme, mais je vais lâcher l'embrayage à 100%. Et là, quand je vais appuyer sur l'accélérateur, mon RPM va augmenter et ma vitesse va augmenter proportionnellement les deux ensemble. Ça veut dire que je vais utiliser l'énergie que j'ai besoin pour avancer, pour produire le mouvement. Je vais être dans un état couplé. Mais pour ceux qui ont déjà montré à quelqu'un comment conduire manuel, la première chose que les personnes qui commencent à conduire une auto qui est embrayage manuel, ce qu'ils vont faire souvent, c'est qu'ils n'enlèveront pas leurs pieds complètement de l'embrayage. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que je vais avoir le RPM qui va monter extrêmement haut, mais ma vitesse ne va pas avancer. Et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur du moteur? Bien, ma quantité de chaleur va augmenter, l'embrayage va glisser, l'embrayage va chauffer, on peut brûler l'embrayage comme ça. Et est-ce que je ne vais pas avancer très, très rapidement? Et ça, c'est ce qu'on appelle un état qui serait découplé. Ça veut dire que le moteur va faire beaucoup de tours pour produire très peu de tours de roue en bout de ligne. Et ça va gaspiller énormément d'énergie de cette façon-là. Lorsque l'insuline est basse et qu'on consomme du gras, près de 50% de la consommation des gras participe à la production de corps cétonique. C'est ce qui a emmené Bickman vers les corps cétoniques, car au départ, il s'intéressait à l'insuline. Mais, comme je disais tantôt, on ne peut pas séparer l'insuline des corps cétoniques. Des corps cétoniques, je m'excuse. Quand l'insuline est basse, comme on voit ici, l'oxydation des lipides est tellement élevée qu'on se met à accumuler de l'acétyl-CoA. Oups, je m'excuse. On se met à accumuler de l'acétyl-CoA. OK? L'acétyl-CoA, c'est une molécule à l'intérieur du corps dans le métabolisme qui est à un carrefour central. Pourquoi? Parce que, exemple, quand je prends du glucose puis que je veux le métaboliser, il y a plusieurs étapes. Le glucose se transforme, bang, 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 et à un moment donné, il devient de l'acétyl-CoA. Si je prends des lipides puis que je veux les utiliser pour faire de l'énergie, bien, les lipides vont être décomposés, ils vont subir un paquet de réactions chimiques et à un moment donné, ils vont devenir de l'acétyl-CoA. Et l'acétyl-CoA peut devenir, à ce moment, pourquoi on dit que c'est un carrefour? L'acétyl-CoA peut devenir un paquet de choses. L'acétyl-CoA peut devenir du gras. L'acétyl-CoA peut devenir des corps cétoniques. L'acétyl-CoA peut rentrer dans le cycle de Krebs pour faire de l'ATP. L'acétyl-CoA peut devenir un paquet de choses. OK? Et ce qui va déterminer ce que l'acétyl-CoA va devenir, c'est l'état métabolique dans lequel le corps est à ce moment-là, c'est la quantité d'hormones et ainsi de suite. Et entre autres, une des hormones qui est extrêmement importante dans ce processus-là, c'est l'insuline. Quand l'insuline est basse, l'acétyl-CoA ne peut plus devenir du gras.
Donc, c'est ça. On vient barrer la lipogenèse, c'est-à-dire la fabrication de nouveaux gras. C'est barré complètement quand l'insuline est très, très basse. Quand l'insuline est encore plus basse, à ce moment-là, l'acétyl-CoA va s'accumuler et cette accumulation-là va faire que l'acétyl-CoA ne pourra plus rentrer non plus dans le cycle de Krebs à l'intérieur du foie puis devenir du glucose. Et à ce moment-là, c'est là qu'il va s'accumuler et qu'il va devenir ce qu'on appelle un corps cétonique. Donc, pour qu'il y ait production de corps cétonique, ça prend une insuline qui est très, très basse. Quand l'insuline est très basse, c'est à ce moment-là que le seul carrefour, à l'intérieur du carrefour, la seule voie qui lui reste à l'acétyl-CoA, c'est la cétogenèse, la production de corps cétonique. Et je m'excuse si c'est un petit peu compliqué, puis c'est très abstrait, mais ça, vous allez voir, ça va s'éclairer dans pas très longtemps. C'est vrai que j'aurais dû mettre, en tout cas, c'est pas grave. J'aurais dû me trouver une petite image là, des différentes étapes quand je métabolise du glucose. Mais dans le fond, c'est ça, c'est que je prenne du glucose pour pouvoir fabriquer de l'énergie, à un moment donné, ce glucose-là devient de l'acétyl-CoA, ou que je prenne du gras pour fabriquer de l'énergie. Ce gras-là va éventuellement, à l'intérieur des différentes étapes, va devenir aussi de l'acétyl-CoA. Et c'est à ce moment-là qu'il peut rentrer dans le cycle de Krebs, dans la mitochondrie, pour devenir de l'énergie, de l'ATP, ou qu'il va devenir du gras, du glucose, on a même ces choses-là. OK? C'est qu'on continue avec ça. Et les corps cétoniques vont avoir des impacts sur plusieurs parties du corps. On voit qu'il y a des impacts sur le cerveau. Dans sa production, dans son vidéo, Dr. Bickman a décidé de ne pas parler présentement sur les impacts sur le cerveau. C'est quelque chose qui va venir plus tard. Ce qu'on va regarder, c'est principalement sur le tissu adipeux, l'impact que les corps cétoniques ont sur le tissu adipeux et l'impact que les corps cétoniques ont sur les muscles. Ici, c'est une étude qui a été faite par le laboratoire du Dr. Bickman, qu'on voit ici à la fin, Benjamin T. Bickman. Donc, c'est son laboratoire qui a produit cette étude-là, qui parle des bêta-hydroxybutyrate qui sont favorables à un changement dans les muscles squelettiques. Okay. Ici, dans la figure A, ici, ce qu'on a, c'est les cellules musculaires utilisent un peu d'oxygène avec un peu plus d'oxygène avec le BHB que 100, pas beaucoup, mais un peu. Okay? Quand on regarde en noir ici, c'est l'utilisation d'oxygène à l'intérieur des cellules des muscles versus, en noir, c'est quand j'ai des corps cétoniques dans mon sang, et en blanc, c'est ce qu'on appelle le groupe de contrôle. Donc, c'est pas de corps cétonique, donc c'est une alimentation avec du glucose, des glucides. Ça veut dire qu'au niveau du changement de consommation d'oxygène dans les muscles du squelette, il y a une petite augmentation, on le voit ici. Ça, c'est différentes façons de mesurer la consommation de l'oxygène dans les cellules. À chaque fois qu'on va regarder, on va en voir plusieurs de ces tableaux-là tantôt, et vous allez voir que c'est simplement différentes façons de mesurer. Donc, l'important, c'est de regarder ici le noir versus le blanc. Il y a une petite augmentation. Elle est significative, mais elle n'est vraiment pas énorme. Et vous allez voir que, dans le fond, ce qu'on va dire ici, c'est qu'au niveau des muscles,
il y a une petite, mais très, très minuscule variation au niveau de la consommation d'oxygène. Et on a aussi le RCR ici, qui est le Respiratory Control Ratio. Ça veut dire que c'est le contrôle du ratio respiratoire de la mitochondrie. Et juste pour résumer, c'est une indication de la santé des mitochondries. Et ce que ça dit, dans le fond, c'est que ça indique à quel point les mitochondries répondent à ce qu'on leur fait de la façon qu'on s'attend qu'elles répondent. Ça veut dire que si je m'attends à ce que la mitochondrie augmente sa production d'ATP, est-ce que ça, c'est une mesure de sa réponse, si on veut? Est-ce qu'elle fait ce que je m'attends à ce qu'elle fasse? Et on peut voir ici qu'il y a une augmentation. Mettons, on est à 1,2 ici, on tombe pratiquement à 1,5. Fait que oui, il y a une légère, mais significative augmentation de la santé mitochondriale. Okay? Et à ce moment, et si on regarde après ça, dans les muscles, la production d'ATP, dans le groupe de BHB est augmentée. Et aussi, on va le voir à plusieurs reprises. Fait que je vais essayer je vais l'expliquer pour que vous compreniez le mieux possible ici. Le P2O ratio, c'est la quantité d'ATP par unité d'oxygène consommée, ou donc c'est une mesure directe de est-ce que je suis dans un état couplé ou non couplé. Est-ce que pour chaque molécule d'oxygène, je produis un ATP, donc je serais parfaitement couplé. Et si mon ratio est faible, ça veut dire que pour chaque unité d'oxygène, je ne produis pas beaucoup d'ATP, donc à ce moment-là, je serais découplé. Fait que, tantôt, la notion de couplé, découplé, ça, le P2O ratio, c'est une mesure directement de ça. Okay? Et après ça, on a en bas, ça, c'est la production de peroxyde. Quand je produis de l'ATP, je vais générer du peroxyde, qui est ce qu'on appelle un ROS, donc un Reactive Oxygen Species, ou en français, un radicaux libre. Celui-ci, c'est le principal radicaux libre qui est produit quand je produis de l'ATP, c'est du peroxyde ici. Et ce qu'on voit, c'est que quand je brûle du BHB, quand j'ai du BHB dans mon sang, bien, ma production de radicaux libres est beaucoup moins élevée. Ma production est moins élevée de peroxyde et le ratio de production aussi est moins élevé. Donc, en résumé, l'effet des corps cétoniques sur mes muscles, il y a un léger changement dans le flux d'oxygène. Il y a une augmentation de la santé mitochondriale. On n'a pas parlé, le Dr. Beckman n'a pas parlé, mais dans la vidéo, il dit que quand il y a des corps cétoniques, la viabilité des cellules est plus élevée. Ça veut dire que les cellules vont vivre en santé plus longtemps avec les corps cétoniques. Il y a une réduction des radicaux libres, la production des radicaux libres, et la production d'ATP est maintenue. Donc, je produis grosso modo la même quantité d'énergie. Donc, en résumé, avec des corps cétoniques, je reste dans un état qui serait couplé. Et voilà. Donc, les cellules vont brûler seulement ce qu'ils ont besoin. Les cellules musculaires, c'est important ici de le préciser, vont brûler seulement ce qu'ils ont besoin. Et non seulement les cellules vont brûler ce qu'ils ont besoin,
dans ce papier-là, qui est extrêmement intéressant, je suis content de l'avoir trouvé parce que je le cherchais, ça faisait un petit bout. Ici, c'est une étude qui a regardé la composition corporelle et la réponse hormonale à une alimentation qui était restreinte en glucides. BM, c'est une variation en kilogrammes, OK? Et le BM, c'est le body mass, ça veut dire que c'est la masse du corps, la masse totale du corps. Quand je restreins les glucides, la masse du corps a baissé versus, et ça, c'est une étude qui est comparée à un groupe normal. Le control group ici, c'est des gens qui mangent une alimentation nord-américaine standard. Donc, les gens, le groupe de contrôle, la masse de leur corps a augmenté. Juste pour que vous compreniez aussi, ces petits graphiques-là ici, la différence entre le rectangle et la ligne. Le rectangle, c'est la moyenne des données et la petite ligne ici, c'est l'extrême. Ça veut dire si j'ai, admettons, dans ma variation de poids, j'avais la moyenne des gens ont varié, la moyenne maximum était mettons, à moins 2,5. Et peut-être que j'avais une personne sur les, je ne me souviens plus combien de personnes qu'il y avait dans ce groupe-là, mais mettons que j'avais 30 personnes. Si j'avais une personne qui a varié de 3 livres, elle, ben, ma petite ligne va être là, mais le restant, statistiquement parlant, le restant du groupe est resté à l'intérieur de ce carré-là. Généralement, ce qu'on va regarder, c'est vraiment le rectangle, pas le carré, mais le rectangle. On va regarder le rectangle parce que la ligne, dans le fond, c'est vraiment comme un extrême. Là. Une cote R, ça serait comme le genre R1, genre. Je ne me souviens plus. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Ça, c'est la body mass. Après ça, FM, fat mass, ça veut dire la masse du tissu adipeux, de gras. On a une réduction majeure en kilogrammes de la masse de gras versus le groupe de contrôle qui a eu pratiquement rien, qui n'est même pas significatif. Mais ici, c'est lean body mass. Et pourquoi c'est extrêmement intéressant? Parce que c'est quelque chose que je n'arrête pas de répéter. Lean body mass, c'est la masse musculaire. Et ici, le simple fait de varier, de réduire, restreindre les glucides a fait que la masse musculaire a augmenté. Et dans ce groupe-là, puis tantôt je vous donnerai le lien vers cette étude-là aussi, c'est une étude qui a été faite par Volek, entre autres, Jeff Volek, et c'est des hommes, je pense que c'est tous des hommes dans l'étude, c'est pas grave, et c'était pas des gens qui étaient extrêmement actifs. On parle pas d'athlètes, on parle de personnes qui étaient modérément actifs. La plupart faisaient genre 1 ou 2 activités sportives par semaine, grosso modo. Quelques-uns s'entraînaient 1 ou 2 fois par semaine, mais pas. On ne parle pas d'athlète, là. On parle de la personne qui s'entraîne dans un gym 2 fois par semaine le dimanche et ainsi de suite. C'est qu'on parle vraiment là, d'un athlète du dimanche. OK? Et il n'y a pas eu une augmentation de l'entraînement. On les a pas pris et on les a pas mis sur un programme d'entraînement. Et ici, on parle de plus d'1 kilogramme de masse maigre. Pour ceux qui s'entraînent, pour ceux qui cherchent à prendre la masse maigre, vous savez à quel point
prendre 1 kg de masse maigre dans un contexte standard, c'est extrêmement difficile. Ça demande énormément de temps, d'entraînement et ainsi de suite, de sueur. Et ici, le simple fait de changer mon alimentation, d'être dans une alimentation où ce que les glucides sont restreints, je suis pas loin du triple du gain en masse maigre comparativement au groupe témoin qui consomme une alimentation standard. Donc, quand on vous dit que tu ne peux pas gagner de masse musculaire en alimentation cétogène, c'est totalement faux. Et quand on vous dit qu'il faut que tu sois en hypercalories et ainsi de suite, que c'est la seule façon de gagner de la masse maigre, c'est absolument faux aussi. Pour gagner de la masse maigre, ce qu'on a besoin, c'est d'être dans une condition gagnante pour produire de la masse maigre. Et une de ces choses-là, une de ces conditions gagnantes-là, c'est d'avoir des corps cétoniques dans notre sang. On le voit ici. C'est ça. Et pourquoi ça a été présenté, cette étude-là? C'est surtout le fait aussi que c'était pour prouver que les muscles sont, quand il y a des corps, une des raisons pour lesquelles c'est comme ça, c'est que la fabrication de masse musculaire, c'est un processus qui est extrêmement énergétiquement demandant. Ça coûte très cher en énergie. Et à ce moment-là, les muscles du muscle, les cellules du muscle, pas facile, les cellules du muscle ne peuvent pas se permettre de gaspiller de l'énergie et donc, elles doivent être dans un état couplé extrêmement strict. Il n'y a pas de place à gaspiller de l'énergie. Et ça, c'est un des avantages d'être en cétose nutritionnelle, c'est que les cellules musculaires sont dans un état de couplage direct. Oui, c'est ça. Et donc, okay. Et je vais passer rapide sur celle-là aussi parce que c'est un petit peu, c'est dans la même veine, dans le fond. Ici, c'est une étude sur des athlètes parce qu'on dit que la cétose nutritionnelle modifie la préférence du carburant. Dans le fond, c'est ce qu'on appelle la priorité oxydative. Et donc, va augmenter l'endurance chez les athlètes de performance. Donc, dans le fond, ce qu'on voit ici, c'est que quand l'athlète va avoir... Et chez eux, ce qu'on faisait, c'était qu'on leur donnait des corps cétoniques exogènes. On leur donnait des corps cétoniques exogènes et le simple fait de leur donner des corps cétoniques exogènes, en plus qu'ils brûlaient dans le fond des carbohydrates, là, en anglais ici, ben, ça augmentait la distance totale qu'il était capable de courir. Okay. Et ça, une autre chose, c'est une étude qui a été faite sur des personnes dans le cœur, quand le cœur est en condition de crise cardiaque. Ce qu'on a vu ici, c'était que cette situation-là va faire que le corps va se mettre à produire beaucoup de corps cétoniques. Pourquoi? Parce que, premièrement, le cœur, c'est un muscle qui adore les corps cétoniques. Dans son cas, à lui, il va même préférer non pas les BHB, mais les ACAC, l'acétylacétate, avant même les bêta-hydroxybutyrate, mais il peut consommer les deux. Et dans le fond, la crise cardiaque va provoquer la production de corps cétoniques. Pourquoi? Parce que la production de corps cétoniques va augmenter
la production d'ATP et la production d'ATP, le cœur va se tourner vers ça pour être capable de produire un maximum d'énergie pour essayer de survivre. Et donc, c'est ça. C'est donc ces deux papiers qui parlent de ça. Pourquoi? Parce que les corps cétoniques deviennent, dans une condition comme ça, le carburant de choix. Et ça, c'est... Souvent, on entend comme argument, ah non, les corps cétoniques, c'est des déchets, le corps n'aime pas ça, brûler ça. Dans un cas comme celui-ci, dans le cas où le corps est en train de mourir, le corps va se mettre à produire des corps cétoniques. Pourquoi? Parce que c'est son carburant de choix. On l'a vu tantôt, va produire moins de radicaux libres. Que les radicaux libres, c'est des molécules qui vont endommager les tissus environnants. Il va se mettre à produire des corps cétoniques pour pouvoir augmenter sa production d'ATP. C'est son soubresaut pour essayer de survivre dans un contexte comme ça. OK. Fait que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Là, on a regardé l'impact des corps cétoniques sur les cellules musculaires. Maintenant, on va regarder les corps cétoniques sur le tissu adipeux. On commence ici avec des souris. Je le sais, les souris, c'est pas comme un humain. C'est pas grave. On va regarder après ça sur le tissu adipeux humain. Vous allez voir, c'est très, très semblable. Donc, ici, c'est un papier qui nous dit que qui mesure en réalité ce qu'on a fait ici, groupe de contrôle à gauche, le groupe qui produit des corps cétoniques est en cétose, qui est aux ici, à droite. Okay? Et ce qu'on a mesuré ici, c'est la production relative de protéines. Et la protéine, c'est une protéine que vous allez entendre parler tout le temps, qu'on appelle la protéine, les Uncoupling Protein 1, qui est... c'est la UCP. Okay? On l'appelle la UCP1. Vous allez la voir tantôt. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été indiquée comme ça ici, mais c'est Uncoupling Protein 1. Et c'est quoi ça? Dans le fond, c'est une protéine qui est sécrétée par la cellule qui va rendre la production d'énergie découplée. Je m'excuse si je passe du terme français à anglais, là. Qui va rendre la production d'énergie découplée, donc qui va faire glisser la clutch, qui va faire glisser l'embrayage. Ça veut dire qu'il va faire que ma cellule va se mettre à gaspiller de l'énergie. OK? Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que quand dans le groupe qui est en cétose, la production de cette protéine-là qui provoque le gaspillage d'énergie est beaucoup plus élevé dans le groupe cétogène que dans le groupe de contrôle. Et là, je le sais, vous allez voir, on arrive avec ça dans pas longtemps. Vous vous demandez sûrement, parce que vous en savez pourquoi on parle de ça? Parce que ça n'a pas l'air de quelque chose, ça n'a pas l'air d'être un avantage de gaspiller de l'énergie. C'est sûr que quand moi, je gaspille mes sous, personnellement, je ne trouve pas que c'est un avantage. Et dans certains contextes, gaspiller, vous allez voir, ça peut être un très grand avantage, spécialement dans le tissu adipeux. OK? Et pour comprendre ça, il faut comprendre les différents types de tissus adipeux. Il y a du tissu adipeux brun et il y a du tissu adipeux blanc. La différence entre les deux, le tissu adipeux brun, c'est des cellules qui contiennent énormément de mitochondries et c'est ce qui les rend au microscope, quand on les regarde au microscope, ça les rend, on les voit, sont brunes. Et tandis que les cellules de tissu adipeux blanc, c'est des cellules qui contiennent beaucoup moins de mitochondries. Et dans le brun, les mitochondries sont très, très, très découplées. Et dans le blanc, les mitochondries sont très, très, très couplées. Donc, ils ne gaspillent pas d'énergie. Et dans le brun, ils en gaspillent beaucoup. Puis, on a des cellules, on a du tissu adipeux qui peut passer. Je m'excuse, je vais juste aller mettre
ça ici en sourdine. Je m'excuse, j'avais oublié tantôt. Ça va arrêter de me popper, c'est fatigant. Bon, good. Donc, c'est ça. Fait qu'on parle du tissu adipeux brun, tissu adipeux blanc, et on a du tissu adipeux qui peut changer un peu et devenir beige. Ça veut dire pas brun complètement, mais pas blanc complètement. On peut l'emmener vers un petit beige. Et ça, on ne rentrera pas dans tout le détail de tout ce mécanisme-là, parce que Dr. Bickman, justement, a fait une autre vidéo de ça et probablement qu'on en reparlera. Mais grosso modo, le concept, c'est tissu adipeux blanc, c'est du tissu adipeux qu'on ne tient pas beaucoup de mitochondries et justement, à cause qu'ils n'en contiennent pas beaucoup, on ne gaspille rien. Tissu adipeux brun contient énormément de mitochondries et on gaspille en quantité industrielle. Et comment on mesure ça? On va mesurer ça avec la fameuse UCP1, qui est la protéine de découplage. Donc, dans le tissu white, WAT, c'est White Adipose Tissue, donc le tissu adipeux blanc d'un rat ici, on regarde la consommation d'O2, d'oxygène, okay? Et le groupe bleu, c'est le groupe en cétose. Et on voit que le groupe bleu consomme beaucoup plus d'oxygène que le groupe qui n'est pas en cétose. Oups, je m'excuse, on revient. Qui n'est pas en cétose ici. La production d'ATP n'a pas une grosse variation. On parle d'à peu près 4,2 à 5,2. Il y a une augmentation, mais pas énorme. Mais ce qui est intéressant ici, on l'a vu tantôt, le P-to-O ratio, ça veut dire mon ratio de production d'ATP versus ma consommation d'oxygène. Le ratio chute de façon importante, ce qui veut dire que je gaspille beaucoup je gaspille beaucoup d'énergie. Okay? Le tissu adipeux blanc, les rats, ils n'ont pas beaucoup de gras sous-cutané. Là, on parle ici du gras sous-cutané. Chez les humains, chez nous, c'est la façon qu'on engraisse en premier. Et Dr. Bickman dit souvent que comme exemple, quand ça gigote au niveau du gras, là, quand ça gigote, c'est bien parce que c'est plus santé. Pourquoi? Parce que le tissu sous-cutané, c'est vraiment le tissu gras sous-cutané, c'est le gras qu'il y a en dessous de la peau et c'est celui-là qui gigote. Et celui-là, il est beaucoup plus santé que le gras qui est viscéral, qui est à l'intérieur du corps, qui va être un gras qui est beaucoup plus dur. Contrairement à un gras qui est cutané, là, où ça bouge un peu. C'est pas beau, mais c'est plus santé nécessairement. Ça fait que on consomme plus d'oxygène, on ne produit pas beaucoup plus d'ATP, donc on se met à avoir un gaspillage énorme. Et qu'est-ce qu'on gaspille? On gaspille le carburant. Le carburant, c'est quoi dans le tissu adipeux? C'est du gras. Et c'est dans ce contexte-là que gaspiller du gras, quand j'en ai un peu trop, ça devient assez avantageux, nécessairement. Et ça, c'est un graphique qui vient confirmer ce qui a été constaté précédemment. On va regarder, dans le fond, c'est l'expression de gènes à l'intérieur de la cellule. L'expression de gènes va emmener la production de protéines. Ici, oubliez les deux premières, là, on va se concentrer sur une. C'est la fameuse UCP1. Qui est la protéine de découplage. Plus j'ai la UCP1 et plus je vais être découplé. Donc, plus je vais faire glisser mon embrayage, plus je vais gaspiller de l'énergie, plus je vais produire de la chaleur et moins de travail, moins d'ATP.
plus mon UCP1 est élevé. Donc, la différence qui est majeure ici, très significative, démontre que dans le tissu adipeux de la souris, comme ça, la cétose entraîne un découplage, une augmentation du découplage. Maintenant, si on prend, ça c'est une étude qui a été faite, qui n'est pas encore publiée, 2 groupes d'humains dans lesquels on a mesuré ce qu'on appelle le REE, Resting Energy Expenditure, la dépense énergétique au repos, avec un casque étanche qui mesure l'entrée d'oxygène et la sortie de CO2. Donc, on leur met vraiment comme un casque de cosmonaute dans lequel qui est étanche et on contrôle la quantité d'oxygène qui rentre et la quantité de CO2 qui sort. Et avec ça, on peut mesurer la dépense énergétique. Et on a pris aussi des biopsies à l'abdomen du tissu gras pour pouvoir voir ce qui se passait à l'intérieur. Et là, on ne parle plus de rats, là, on parle des humains. En haut, le premier graphique, c'est le flux d'oxygène dans le tissu adipeux blanc, white adipose tissue, dans un humain. Et la production, en bas, on a la production d'ATP ici et le P-A-O ratio, mon ratio de couplage, si on veut. Donc, ici, on consomme plus d'oxygène. Ici, on consomme plus. Pourquoi on mesure toujours l'oxygène? Parce que en regardant la consommation d'oxygène, on sait que l'oxygène vient avec le carburant, on l'a vu tantôt. Donc, si je consomme plus d'oxygène, je consomme plus de carburant automatiquement. Et est-ce que je produis plus d'ATP? Je produis moins d'ATP. Je consomme plus de carburant, je produis moins d'ATP et mon ratio oxygène-ATP chute de façon extrêmement significative. On parle de 2 fois. Ce qui veut dire que quand je suis en cétose nutritionnelle, mon découplage augmente de 2 fois. Je me mets à gaspiller 2 fois plus d'énergie. Je produis 2 fois plus de chaleur. Je produis 2 fois moins d'ATP à l'intérieur de mon tissu adipeux. Quand on a mesuré l'énergie au repos aussi, on a constaté que la dépense énergétique au repos était identique. Mais quand on s'est mis à creuser encore plus, et on a séparé les groupes en 2 groupes d'âge, la dépense énergétique au repos est restée pareille dans les 40 ans et moins, mais dans le groupe de 40 ans et plus, chez les vieux, et j'ai le droit de dire ça parce que j'ai 51 ans, donc je fais partie du groupe, la dépense énergétique au repos est plus élevée. Et donc, quand j'avance en âge, être en cétose, c'est un avantage supplémentaire. Et comment est-ce que je peux avoir une dépense énergétique au repos grosso modo identique en ayant un gaspillage supplémentaire? Mais c'est à cause de l'énergie qui est gaspillée en chaleur. Okay. Donc, en résumé, l'effet des corps cétoniques sur le tissu adipeux, il y a un changement dans le flux d'oxygène très, très élevé. La mitochondrie, la santé mitochondriale est normale. Il y a une réduction de la production d'ATP relative et ce qui explique aussi l'augmentation de la dépense énergétique au repos avec l'âge. Ce qui fait que
les corps cétoniques sur le tissu adipeux rendent les cellules beaucoup plus découplées. Donc, les cellules gaspillent, brûlent beaucoup plus de ce qu'ils ont besoin, brûlent plus de carburant, produisent moins d'ATP, ma clutch glisse, mon embrayage glisse. Ici, on a une étude qui a été faite par Kevin Hall. Et Kevin Hall, c'est un anti-céto. Okay? C'est carrément il est contre l'alimentation cétogène. Et il a fait une étude ici avec 34 personnes extrêmement strictes, très contrôlées comme étude, dans laquelle il a demandé à des gens, il s'est arrangé pour que les gens consomment très précisément la même quantité d'énergie. Donc, l'énergie intake ici, 2739 pour le groupe de base, 2738 pour le groupe cétogène. Ici, le groupe de base consommait par jour 338 grammes de glucides. Dans le groupe cétogène, je m'excuse. Dans le groupe cétogène, 35, ça c'est une des critiques qu'on avait contre cette étude-là. Le groupe cétogène n'était pas assez bas encore en grammes de glucides, à 35,8. En gras, dans le groupe de base, 108 grammes de gras. Dans le groupe cétogène, 242 grammes de gras. Protéines, 104, identiques. Donc, la quantité d'énergie totale, 2739, 2738 ici. Et la mesure de la dépense énergétique, 2619 pour 2676. Avec un p-value de 0.0004, ça veut dire que les données sont extrêmement significatives. Donc, même si la différence, qui est à peu près de 57, grosso modo, 57 kilocalories par jour sur 2000, même si la différence n'est pas énorme, la différence devient très significative dans ce contexte-là. Le fait que je sois en cétose augmente la consommation énergétique. Pas énormément, mais elle l'augmente. Et comme je disais, avec un p-value de 0.0004, c'est très significatif. C'est ça. Une autre étude ici, et cette étude-là est encore plus intéressante, je trouve, personnellement, parce que on a étudié 3 groupes. Un groupe low carb. Et pourquoi je trouve ça encore plus intéressant? Parce que le groupe low carb ici n'était même pas en cétose nutritionnelle. C'est juste un groupe low carb seulement. Après ça, j'ai pas regardé, j'aurais dû regarder les valeurs, en tout cas, c'est pas grave, les quantités de glucides. Et après ça, j'ai un groupe avec une consommation de glucides moyenne et j'ai un groupe avec une consommation de glucides élevée. La variation, on n'oublie pas, c'est une variation, c'est pas la quantité d'énergie, c'est la variation de la quantité d'énergie, OK, dépensée par jour. Le groupe low carb avait une augmentation de 200 ici. Après 10 semaines, 200 kilocalories de variation par jour. C'est énorme. Et au bout de 20 semaines, on était à peu près à 160 grosso modo. Avec 120, ça c'est une étude sur 120 personnes en plus. Et le groupe de glucides modérés avait une augmentation autour de peut-être 20 après 10 semaines, 10 grosso modo au bout de 20 semaines. Et le groupe élevé en glucides
avait une diminution de 100 kilocalories par jour après 10 semaines et la diminution est restée stable à 100 kilocalories par jour après 20 semaines. Fait que même ici, sans être en cétose, donc on oublie les corps cétoniques. Juste la variation de glucides a entraîné des différences fondamentales au niveau de la consommation énergétique totale du corps après 10 semaines et 20 semaines. Et si ce n'est pas les corps cétoniques qui ont produit ça, c'est quoi? Ça devient l'insuline. Je consomme plus de glucose, je consomme plus de glucides, je produis plus d'insuline. Et on l'a vu tantôt, l'insuline fait quoi? L'insuline drop le découplage. L'insuline diminue le découplage. L'insuline force les cellules à devenir couplées. Pourquoi? Parce que l'insuline, c'est une hormone de stockage. Quelqu'un qui aime stocker déteste gaspiller. C'est la même chose pour l'insuline. Ici, une étude faite sur des rats, des souris, et c'est des souris qui étaient nocturnes. Okay? Donc, sont plus actives durant la nuit. À qui on injectait de l'insuline. Et on voit la variation d'oxygène durant la nuit, comme ça, sont plus actives durant la nuit. Et parce qu'on leur injecte de l'insuline, la quantité d'oxygène consommée est plus faible ici. Et même durant le jour, le groupe noir, c'est le groupe insuline, le groupe blanc, c'est le groupe placebo. Et quand on leur injecte de l'insuline, automatiquement, leur consommation d'oxygène, donc le corps ralentit. J'augmente mon insuline, le corps ralentit. Et arrête de gaspiller. C'est la même étude ici et on va la regarder avec les différents gras qu'on trouve en haut ici. C'est ce qu'on appelle le gras périrénal, donc le gras qui est autour des reins. Donc, ça, c'est dans le fond le gras viscéral. Après ça, on a le gras sous-cutané ici. Et ici, c'est le gras interscapulaire chez les rats, chez les souris, je m'excuse, et qu'on peut comparer chez les humains au gras thoracique. Pourquoi? Parce que le gras périrénal ici, c'est un gras blanc, c'est un tissu adipeux blanc. Le gras sous-cutané ici, c'est un gras qu'on peut considérer comme beige. Donc, c'est un tissu adipeux blanc qui peut aller vers le brun. Il va pas être brun, mais il va être comme plus beige. Et l'interscapulaire ici, c'est vraiment le gras brun. Et chez les humains, on parle de gras thoracique. Et je vous le dis tout de suite, chez les humains, c'est un gras qui est au niveau du torse ici, mais il n'y en a pas beaucoup. Chez les bébés possèdent beaucoup de gras bruns, de tissu adipeux brun, et plus on vieillit et plus on perd ce tissu adipeux-là, on a de moins en moins, mais on a toujours, parce que son rôle, entre autres, c'est de maintenir notre corps à 37,5 degrés Celsius. Donc, ici, quand on regarde le flux d'oxygène encore de la même façon, dans le tissu adipeux périrénal, ici, qui est le tissu adipeux blanc, l'impact de l'insuline qu'on a, grosso modo, est pratiquement inexistant. Ici, on a une petite baisse, mais globalement, il n'y a pas de variation. C'est un peu normal. Le tissu adipeux blanc, c'est déjà un tissu adipeux qui ne gaspille pas d'avance. Il est conçu comme ça. C'est un tissu adipeux qui ne possède pas beaucoup de mitochondries et dont les mitochondries sont, à la base, très couplées ensemble. Donc, celui-là, la variation, il n'y en a pratiquement pas. Mais, quand on regarde au niveau du gras sous-cutané,
on voit une diminution quand on injecte de l'insuline, le groupe noir. Une diminution ici, diminution, diminution, diminution. Oups, je m'excuse. Diminution de la consommation d'oxygène. Donc, je consomme moins de carburant. Je ralentis. Et au niveau du tissu adipeux brun, et là, la différence est majeure. Picomole, c'est ça. Picomole par seconde. C'est que la différence, parce qu'ici, l'échelle, c'est de 0 à 18. Ici, l'échelle est de 0 à 140. OK? Et la diminution du flux d'oxygène est extrêmement importante. Là. On parle de à peu près 40 % ici, 40-50 %. Donc, le tissu adipeux brun va ralentir énormément et le tissu sous-cutané va repasser du beige vers le blanc aussi énormément. Même étude ici, et ce qu'on va regarder dans le fond, c'est, on oublie les autres, là, c'est la UCP1, la fameuse protéine de couplage tantôt. Ici, dans le tissu adipeux brun, ici, on voit que la UCP1, on la voit, est extrêmement exprimée ici, dans le groupe avec l'oxygène. Et tandis qu'ici, elle l'est moins et ici, pas du tout. Parfait. En conclusion, hey, je suis pas prêt. On va passer à la période de questions dans 30 secondes. En conclusion, l'écart cétonique sur le tissu adipeux va augmenter le gaspillage d'énergie, va découpler les cellules, va augmenter la quantité d'oxygène, en diminuer la production d'ATP. Et dans les muscles, les corps cétoniques vont rendre les cellules beaucoup plus couplées, va réduire le gaspillage, va avoir très peu de gaspillage d'énergie, va avoir un système où ce que je vais consommer 1 pour 1, un oxygène, je vais produire un ATP et je vais augmenter l'état couplé au niveau des muscles, mon efficacité au niveau des muscles. Et dans le fond, c'est ce que je dis ici. Et Dr. Bickman, dans le fond, ce qu'il disait, c'était que c'était une façon d'imager tout ça. Les corps cétoniques rendent le tissu adipeux riche et lousse avec son argent, gaspille de l'énergie, et les corps cétoniques vont rendre les muscles, eux autres, pauvres et donc très économes, très gratteux au niveau de leur consommation de carburant pour la production d'énergie. Et donc, tout ça, les corps cétoniques offrent un avantage métabolique au corps humain. Non, pourquoi vous ne voyez pas mon... Ah non, c'est ça, Sky, vous le voyez. Ça donne un avantage énorme au corps humain. Quand je suis en cétose nutritionnelle, ben à ce moment-là, mon tissu adipeux va chercher à brûler, gaspiller du gras, donc réduire mon gras. Et c'est ça qui explique le fait que en cétose nutritionnelle, quand on fait l'alimentation cétogène, quand on fait du jeûne intermittent et ces choses-là, quand on est en cétose comme ça, on n'a pas besoin de commencer à créer un déficit calorique. On n'a pas besoin de manger moins pour bouger plus. Parce que quand je fais ça, je bouge moins, je crée un déficit calorique où à ce moment-là, le corps, et c'est à ce moment-là que le corps va chercher, je vais juste arrêter de partager mon écran, et c'est à ce moment-là que le corps va se mettre à
aller puiser dans les protéines pour faire de l'énergie parce que si je viens de manger, j'ai sécrété de l'insuline, on l'a vu tantôt, l'insuline empêche l'accès aux réserves d'énergie, empêche d'avoir accès au tissu adipeux et à ce moment-là, j'ai plus accès au gras, j'ai pas mangé de glucose ou pas assez mangé de glucose et je manque d'énergie. Et là, c'est à ce moment-là que le corps va aller vers les protéines et je vais perdre de la masse musculaire à ce moment-là. Et voilà donc l'avantage métabolique. Et donc, quand on vous dit les corps cétoniques, c'est un déchet quand que mon corps va utiliser le gras, il va produire un déchet, ça rend le corps acide et ainsi de suite. C'est basé sur absolument rien. Les corps cétoniques, au contraire, sont, comme on l'a vu, un avantage métabolique certain. Ils ont un impact au niveau de la sécrétion des hormones, l'expression des gènes et l'effet des corps cétoniques est beaucoup plus élevé que les personnes qui parlent contre l'alimentation céto peuvent vouloir le dire. Là. C'est complètement ridicule. Donc, et voilà, ça c'était la présentation. Si vous me donnez 30 secondes, je vais juste ouvrir. OK, parfait. Je vais ouvrir la période de questions immédiatement. Et vous pouvez y aller avec vos questions. Vous avez juste à... Et pour les questions, s'il vous plaît, pas dans le chat, allez-y. Vous allez voir, là, en bas de votre écran, vous avez une section Q&A. Vous cliquez là-dessus. Vous pouvez poser votre question là-dessus. Et vous pouvez voir aussi les questions des autres personnes. Les questions des autres personnes, vous pouvez voter pour les questions qui sont pertinentes pour vous. Et pendant que les gens vont répondre aux questions avec la main levée, juste me dire, les gens, à part, il y a Serge qui a dit qu'il voulait avoir le PowerPoint. Qui d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient avoir que je leur transmette par courriel le PowerPoint là, avec les images? J'allais avoir les images. Carole, Louise, Pierre, Marie-Josée, Hélène. Donc, bon, ben parfait. Regardez, je vais l'envoyer à tout le monde à ce moment-là. Parfait. Ça fait que ça va être fait tantôt. Je vais vous envoyer tout le PDF de tout ça. Parfait. Excellent. Est-ce qu'il y a des gens à ta connaissance qui ont utilisé le froid pour augmenter les gras beiges? Oui, ça a été fait. Est-ce qu'il y a eu une étude? Je crois qu'il y a même eu une étude là-dessus. Mais bon, pour ceux qui le savent, ça fait 2 ans que je fais ça avec ma blonde. On va à New York au jour de l'an, le 1er janvier cette année. On l'a fait l'année passée aussi parce qu'on participe à un événement qui s'appelle le Polar Bear Challenge et dans lequel on se met en costume de bain et on va sauter dans l'océan Atlantique qui est à 2 degrés Celsius. Et c'est un gros événement, là, mais pour le 1er janvier, c'est un gros événement qui... Ah, Barbara, salut Barbara, merci à toi. Ouais, c'est ça, c'est un gros événement qu'ils font une fois par année pour tout le monde, sauf que eux, le club comme tel, font ça à tous les dimanches, durant tout l'hiver au complet. Et une des raisons, un des impacts significatifs de ça, c'est justement une augmentation du métabolisme, une accélération du métabolisme et où est-ce qu'on la voit, cette amélioration-là, cette accélération-là, c'est dans la conversion du tissu adipeux blanc vers du tissu adipeux beige, l'activation du tissu adipeux beige à ce moment-là. Juste une seconde. Comme ça. C'est ça, c'est une augmentation du tissu adipeux beige et c'est le concept aussi, il y a plusieurs spas qui offrent ça, qui offrent des bains froid
ici au Québec, de mémoire, les bains froids sont à 8 degrés Celsius et où ce que tu passes dans un bain chaud à 30, là, tu te lèves, tu t'en vas dans le bain froid, tu sautes dedans, tu restes là pendant un certain temps. Après ça, tu ressors, tu vas dans le chaud, tu retournes dans le froid aussi. Et la raison de faire ça, c'est entre autres, c'est l'impact majeur que je connais le plus, moi, c'est justement là-dessus. Et sur le métabolisme, sur le tissu adipeux blanc qui devient beige et l'activation. C'est sûr que il y a une activation aussi du système lymphatique, il y a une activation au niveau de la circulation sanguine. Il y a probablement une autre quantité industrielle. Mais, puis là, je te parle de mon expérience personnelle. Je n'ai pas de science en arrière de ça devant moi, mais pour avoir sauté dans l'océan Atlantique, ça fait 2 fois qu'on le fait, là, puis m'avoir amusé avec mon spa ici, à un moment donné, aller me rouler dans la neige. Là. Mais l'impact dans l'océan Atlantique, là, à chaque fois qu'on l'a fait les 2 années, on a vu un impact sur nous pendant, je te dirais, facilement 2 mois. Au niveau, on est plus relax, mais au niveau du corps, l'impact est majeur comme ça. Fait que, voilà, Serge. Mais je vais prendre une note mentale. J'aimerais ça essayer de voir si pour le fun s'il y a des études là-dessus. Je reviendrai là-dessus. Claire, que penses-tu de l'huile MCT augmenter les corps cétoniques? 2 choses à l'intérieur de cette question-là. L'huile MCT et les MCT comme telles. OK? MCT, ça tient pour Medium Chain Triglycerides, ça veut dire les triglycérides à chaîne moyenne. L'huile MCT, c'est un concentré de ça. Ils vont utiliser l'huile de coco, entre autres, pour extraire les huiles MCT. Les MCT, il y a 4 acides gras qui sont considérés dans le groupe des MCT. Les acides gras, je vais le répéter plusieurs fois, je vais le répéter encore, sont classifiés par la longueur de la chaîne de carbone. Les huiles MCT, c'est des C6, donc 6 atomes de carbone, C8, C10 et C12. Tout ce qui est en bas de C6, c'est des chaînes courtes. Tout ce qui est en haut de C12, c'est des chaînes longues. Donc, il y en a juste 4. Et là, tu as plusieurs manufacturiers qui vont extraire, exemple, les 4, qui vont mettre ça dans une bouteille, qui vont vendre les 4 comme ça dans les ratios dans lesquels ils les ont trouvés. Et ça, c'est l'huile MCT qu'on retrouve genre chez Costco pour pas cher. C'est marqué huile MCT, sa bouteille. Et après ça, tu vas avoir, exemple, Bulletproof qui vont, eux autres, extraire la C8 ou la C10, je ne me souviens plus laquelle, qui vont éliminer les autres parce qu'ils vont dire « Ah, nous autres, nos études ont démontré que la C8 va provoquer une plus grosse production de corps cétoniques, que les corps cétoniques vont se ramasser plus dans le cerveau, vont être mieux métabolisés, les C12 un peu moins, blablabla. » Et bon, ça reste. Est-ce que l'étude est vraie, pas vraie? Ça reste que c'est une étude qui est faite par le manufacturier. Il faut en prendre, il faut en laisser. Ainsi de suite. Le problème que j'ai avec ça, c'est que, première chose, c'est très dur à gérer. La portion MCT, l'extrait comme tel, est très, très dur à gérer. J'ai énormément de gens à qui j'ai été obligé de dire à un moment donné, arrête de prendre l'huile MCT parce que, entre autres, chez des femmes et des hommes aussi, il y avait, j'ai des femmes qui m'ont messagé à un moment donné en me disant, j'ai l'impression d'être enceinte de 4 mois, mon abdomen est gonflé, j'ai mal au ventre, j'ai de la diarrhée, blablabla, blablabla, et c'était provoqué par l'huile MCT. Et je parle pas d'un cas, là, je parle de beaucoup de cas. Et ces gens-là ne savaient même pas que c'était ça, n'avaient pas fait le lien. Et donc, quand tu prends de la MCT, on conseille, on recommande de commencer par 1/8, 1/4 maximum de cuillère à thé dans un café, exemple, puis d'augmenter tranquillement la dose. Donc, à ce moment-là,
Et ça, chez les gens qui ont des problèmes avec l'huile MCT, quand ils prennent de l'huile de coco, généralement, ils vont pas avoir ce problème-là. Donc, ce que je dis aux gens, tant qu'à payer pour un extrait, pourquoi ne pas prendre l'huile de coco? Où ce que vous allez avoir? 57% de l'huile de coco, c'est des TCM ou des MCT. Là. Et parce qu'elle n'a pas été transformée, elle est beaucoup plus facile à digérer. Je pense que jusqu'à date, j'ai vu une personne qui avait la même réaction avec l'huile de coco qu'avec l'huile MCT. C'est que je ne vois pas pourquoi je gaspillerais de l'argent à consommer de l'huile MCT quand je peux prendre de l'huile de coco. Après ça, augmenter mes corps cétoniques, à quel point c'est un avantage. À partir du moment où ce que j'en produis, ce qu'on a vu tantôt à matin, va se produire. Et donc, à ce moment-là, est-ce que j'ai besoin de monter à 3 millimoles par litre, 3,5 millimoles par litre, 4, 5, 6 et ainsi de suite? Pas nécessairement. Il a été démontré que d'avoir des haut taux de cétone dans le sang, à un moment donné, n'oubliez pas, la moyenne, c'est 5 millimoles par litre, mais quand j'ai 5 millimoles par litre de corps cétonique, mon pancréas recommence à produire de l'insuline pour réduire la production de corps cétonique. Et donc, à ce moment-là, l'insuline a le même impact qu'on a parlé tantôt. C'est que de viser 5, 6, 7, c'est absolument pas bon parce que vous allez avoir l'effet inverse à ce moment-là. Donc, d'aller chercher ça et dans quel contexte que je pourrais voir de l'huile MCT pratique, entre guillemets, ça serait exemple dans un contexte de sport, de compétition, où ce que je pourrais prendre ça dans un café, exemple, pour l'effet stimulant de la caféine avec l'huile. Parce que les MCT, l'avantage que ça a, c'est que ça n'a pas besoin d'être digéré par des lipases. Donc, les lipases, c'est les enzymes qui découpent les gras. Les huiles MCT, les 4 chaînes, les C6, C8, C10 et C12 n'ont pas besoin d'être découpées pour être métabolisées. Et non seulement ça, ils n'ont pas besoin de transporteurs. Un C14, un C16, un C18 a besoin d'un transporteur, quelqu'un qui tient la main, un brigadier, pour rentrer à l'intérieur de la cellule, pour rentrer en mitochondrie et produire de l'énergie. Ça, on appelle ça de la L-carnitine. L'huile MCT n'a pas besoin de L-carnitine. Donc, quand je consomme de l'huile MCT, elle se ramasse dans mon estomac, elle se ramasse dans mon intestin, elle rentre direct, 24, bang, elle se ramasse dans mon sang et elle se ramasse dans mes cellules rapidement. J'ai un boost d'énergie très, très rapide. Dans un contexte comme ça, oui, effectivement, dans un sport de compétition, ça pourrait être utile à ce moment-là. Dans un contexte de perte de poids, je vous dirais, gaspillez pas vos sous pour rien et allez-y avec de l'huile de coco si vous voulez monter un peu votre cétonémie et tirer avantage de l'avantage métabolique des corps cétoniques. Voilà pour Claire. Pierre, on dit que les graisses brunes produisent plus d'énergie calorique pour chauffer le corps. Comment faire pour accélérer la fonte des graisses à part de produire des corps cétoniques et une restriction calorique? Attention à la restriction calorique. Le jeûne, c'est une bonne façon de le faire. Une restriction calorique, c'est dans le fond, c'est une hypocalorie. Et une hypocalorie ne va pas produire cet effet-là. Une hypocalorie va réduire la masse musculaire et la masse musculaire, n'oubliez pas qu'un muscle, même au repos, juste pour sa maintenance, brûle de l'énergie. Et si je perds de la masse musculaire, ben je perds des poils, si on veut,
pour brûler mon bois que je veux brûler. Donc, je me ramasse avec moins de poêle. Fait que même quand je suis au repos, bien, je vais brûler moins d'énergie à ce moment-là. Donc, tandis que pour faire la grosse distinction de ça, là, une restriction calorique, c'est quand je mange, mais pas assez pour combler mes besoins. OK? Ça, c'est une restriction calorique, une hypocalorie. Et donc, à ce moment-là, mon corps, mon système digestif va dire, va me sécréter de la gréline, va me donner faim. Là, je vais dire, non, 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 je veux perdre du poids, je ne vais pas manger. Et dans ce cas-là, quand j'ai faim comme ça, puis que j'ignore ma faim, puis que je ne suis pas capable de me concentrer, mais c'est pas grave, je m'attache les mains après le lit, je ne veux pas aller dans le frigidaire, je ne veux pas manger, bien à ce moment-là, mon corps, il n'a pas le choix, il va dans ma cuisse, puis il pogne mon muscle de cuisse, puis il va le digérer, puis je vais perdre de la masse musculaire. Quand je ne mange pas du tout, je tombe en jeûne prolongé, passe 24 heures, exemple, ou même dans les jeûnes intermittents, quand ça fait 16 heures et ainsi de suite, que je tombe en cétose et que mes corps cétoniques augmentent, ça, c'est une autre condition complètement différente. C'est un peu comme un système de chauffage bi-énergie où ce que j'aurais, comme chez ma mère, une vieille maison, elle a une fournaise à l'huile, au diesel et un système électrique. Donc, soit je brûle du diesel ou soit je consomme de l'électricité pour produire ma chaleur. C'est un système qui est bi-énergie. Et quand je suis en jeûne, je flippe la switch. C'est ce que je fais. Je passe dans un autre mode de consommation et à ce moment-là, je ne vais pas ou très peu puiser dans mes muscles. Pourquoi je dis très peu? Parce que oui, dans un contexte comme ça, je vais aller puiser un peu dans mes muscles, effectivement, pour aller chercher des acides aminés dans le processus de néoglucogenèse. Cependant, dans un contexte comme ça, ça va être je vais aller chercher très peu de protéines, très peu d'acides aminés, et je vais le faire de façon sélective. Je ne suis pas en urgence. Je peux choisir quelle protéine que je vais éliminer, celle-là est en fin de vie, et ainsi de suite, celle-là est inutile, j'ai du gras un peu, j'ai de la peau un peu en dessous, bien, de la peau, c'est des acides aminés, c'est des protéines, et donc, si j'en ai trop ici, je vais aller chercher ces protéines-là. Si je suis en famine, ça veut dire que j'ai mangé pas assez, j'ai encore de l'insuline dans mon sang, et à ce moment-là, je n'ai pas accès à mon tissu adipeux, je n'ai pas accès à mes réserves, je n'ai pas accès au congélateur. À ce moment-là, je suis dans un état d'urgence. Et là, je ne suis pas sélectif. Je vais aller chercher n'importe quelle cellule de masse musculaire, n'importe quelle protéine, n'importe où, que ce soit un cœur, n'importe où, c'est pas grave. C'est un muscle, je vais aller taper dedans parce que je veux survivre. Donc, c'est deux contextes complètement différents. Donc, c'est ça. Au niveau de la graisse brune, produire plus d'énergie que le char, comment faire pour accélérer la fonte des graisses? Pierre, entre autres, puis un des dragons, je ne me souviens plus comment il s'appelle, je le suis en plus sur Facebook, je m'excuse. Lui, ce qu'il fait, tout l'hiver, il est sorti en chest pendant une couple de minutes. Il sortait en chest en plein hiver, il faisait moins 10, pas grave. La raison pour laquelle il faisait ça, justement, pour faire fondre du gras, entre autres. Fait que, voilà, Pierre, pour celle-là. Après ça, Carole, même en OMAD, mes corps cétogènes montent rarement en haut de 0,3. Le calcul récent des glucides montre que je suis en moyenne autour de 16 par jour. À part le jeûne prolongé, que puis-je faire pour augmenter ça? Ben, écoute, Carole, ce que tu peux faire, c'est, puis j'imagine que tu as dû l'essayer. Darien Pierre, ça me fait plaisir. Oui, c'est ça. Serge Beauchemin, c'est lui. Je pense, oui. Juste une seconde, je vais juste vérifier pour le fun. C'est-tu. Ah.
Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est... comment il s'appelle? Ah, zut. Ah, c'est pas grave. C'est pas Serge Beauchemin, c'est... Il produit du popcorn au sirop. François Lambert, merci Pierre. C'est ça, c'est François Lambert, il produit du popcorn. Mais François, en passant, il est céto à 80-85% et il fait du jeûne intermittent et jeûne prolongé aussi. Fait que, mais il est propriétaire d'une cabane à sucre. Ben, cabane à sucre, en tout cas. Il produit du sirop d'érable et il produit du popcorn au sirop d'érable. Fait que je m'excuse. Bon, parfait. Merci, Pierre. C'est ça, exactement. Il mange un sein de 3 heures par jour. Il fait c'est ça, des 21, en tout cas. 24 dans le fond. Parfait. C'est que donc, excuse-moi, Carole, je te reviens à toi. Carole, ce que tu peux faire, tu peux l'huile MCT, augmenter tes gras un petit peu, c'est une façon de le faire. Et écoute, ce que tu peux faire aussi, tu peux essayer, c'est l'huile de lin biologique. C'est l'huile de lin biologique, très, très élevée en oméga 3. C'est de tous les corps gras, tous les acides gras. L'huile de lin, c'est celle qui est la plus cétogène, dans le fond. Ça veut dire qui permet la plus grande production de corps cétoniques. Généralement, on voit une augmentation entre 1 et 2 millimoles par litre de corps cétonique quand on consomme ça. La façon de la consommer, avant la façon, exemple, celle que j'achète, quand j'en achète, ça va être la flora biologique nécessairement et très important dans tout ce qui est huile, parce que c'est une huile polyinsaturée, toutes les huiles polyinsaturées doivent être conservées au frigidaire. Donc, quand je vais au magasin, elle se vend, exemple, moi, c'est dans un Rachel Berry, et au Rachel Berry, où ce que je vais, la bouteille est dans le frigidaire. Première chose. Parce qu'il y a des places que j'ai vu ces huiles-là être sur la tablette. Si à sa tablette, oubliez ça, touchez pas à ça. Il y a des risques énormes qu'elle soit déjà oxydée. Et de l'huile oxydée dans le corps, c'est extrêmement mauvais pour la santé. Donc, idéalement, il faut qu'elle soit dans le frigidaire, dans une bouteille foncée à opaque. Et quand tu la ramènes chez vous, tu la gardes dans le frigidaire tout le temps. Deuxièmement, quand tu la consommes, ce que tu fais, 2 cuillères à soupe avant les repas, slax de même, pas dans la nourriture, parce que si tu veux contrôler la quantité que tu vas consommer, si tu mets ça dans une salade, à ce moment-là, ça se peut qu'il en reste dans l'assiette et ainsi de suite. Et je vous le dis tout de suite, ça goûte, moi personnellement, je trouve que ça goûte le carton. C'est pas extrêmement mauvais, mais c'est pas particulièrement bon non plus. C'est pas une huile qui est particulièrement bonne. En anglais, on appelle ça flaxseed. Et celle-ci pourrait permettre de monter ta cétonémie, Carole, autour de genre 1,5, 2. Et à ce moment-là, tu pourrais aller chercher les avantages dont on a discuté aujourd'hui. L'avantage métabolique d'avoir un niveau de corps cétonique un peu plus élevé. Comme je te dis, dans ton cas, à toi, on ne parle pas d'aller chercher 3. Il ne faut pas viser 3. À 3, tu peux commencer à avoir un peu plus d'insuline et à ce moment-là, tu tirerais dans le pied. Mais de monter, mettons, autour de 1, 1,5, oui, absolument, ça pourrait être avantageux dans ton cas à toi. Parfait. Je vais prendre une dernière question. Si je comprends bien, un bébé naissant a plus de gras bruns que lorsqu'il vieillit. Absolument. Absolument. Pour les bébés, tu sais, les bébés, on dit tout le temps, c'est super important de les garder au chaud, on les emmitouffe, tout le kit. Oui, absolument, et c'est pour ça, entre autres, qu'ils vont avoir beaucoup plus de gras brun, parce que le gras brun, ce qu'il fait, c'est d'être découplé, donc de produire beaucoup de chaleur comparativement à la production d'ATP, et donc, c'est dans le fond, c'est un poêle à bois.
C'est un bon vieux poêle à bois qui produit bien de la chaleur puis pas beaucoup d'énergie. Il gaspille énormément. Et c'est pour ça que les bébés aussi vont être tous potelés quand ils viennent au monde, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gras pour pouvoir produire cette chaleur-là, parce que leur masse musculaire est faible au début, ils doivent la développer. Et donc, pendant ce temps-là, parce qu'un adulte va produire beaucoup de chaleur avec ses muscles, tandis qu'un bébé, ben, il n'y a pas de muscle. Vu qu'il n'y a pas de muscle, ou presque pas, là, on parle, je sais qu'il y en a, mais vu qu'il n'y en a pas beaucoup, à ce moment-là, il va avoir une moins grande capacité à produire de la chaleur et il va se fier beaucoup plus sur son tissu adipeux brun pour pouvoir se garder à 37,5. Puis même là, à ce moment-là, il va avoir de la difficulté. C'est pour ça qu'on les emmitouffe, puis tout, puis que même au printemps, puis à l'automne, on leur met des tucs. Là, on est en t-shirt, puis les bébés, ben, toutes les emmitouffe toutes. Et c'est à cause de ça. Et plus ils vont développer la masse musculaire, plus ils vont produire de la chaleur par eux autres mains avec leurs muscles. Et de moins en moins, ils vont avoir besoin de ce gras-là. Et donc, ils vont perdre leur belle bajoux, puis les beaux petits plis qu'ils ont un peu partout. Et ils vont devenir de plus en plus slim et ainsi de suite. Et c'est pour ça que même que la présence de tissu adipeux brun, il n'y a pas longtemps, c'était très contesté. On disait qu'un adulte n'avait plus aucun tissu adipeux brun et c'est pas vrai. Benjamin Beckman l'a démontré. On n'en a pas beaucoup, mais on en a, principalement dans la section du thorax ici. On en a encore un peu et comme vous avez pu voir, on peut l'activer aussi et on a la portion du tissu adipeux beige. Dans ma liste de vidéos sur le tissu adipeux brun, beige et blanc, fait partie de ceux que j'aimerais présenter. Et voilà, groupe, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va compléter ça comme ça. Je vais juste aller voir. Attendez. J'espère que... OK, ça n'a pas... C'était super intéressant. Merci. Merci Manon. Belle journée à toi. Donc, je vais compléter ça en vous souhaitant de passer une super belle journée. Merci Pierre. Restez chez vous. Restez avec votre famille. Faites attention à vous. Tenez-vous loin des virus. Et on se donne un rendez-vous à dimanche prochain. Salut groupe.